avec Sophie, là, donc tu avais une séance avec Sophie juste avant, parce que c'est pour quel projet déjà? C'était le projet de pouvoir travailler avec l'association, si je ne me trompe pas. Rappelle-moi, tu parles farsi? Je parle d'Ari Farsi. Darli farsi, oui. Et que ces gens qui viennent d'arriver et c'est sa première fois qu'ils viennent découvrir le musée, Ouais. vont faire le projet avec le musée Ariana. Et comme moi j'ai pas mal d'expérience ici, Bah ouais. et je me réjouis de pouvoir travailler avec eux. Ouais, Et c'est trop bien. expliquer un peu mon parcours, qu'est-ce que je fais, etc. Et Ouais. ça m'a rappelé ma souvenir. Je m'appelle Esmat, je viens d'Afghanistan. Je suis arrivé ici en Suisse fin 2015. Quand je suis arrivé ici, j'étais perdu, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire, c'était compliqué la langue, pas de famille, etc. Dans mon pays, je n'ai pas eu la chance d'aller étudier. Grâce au projet Blue Sky, grâce au musée Ariana, je suis allé au CFPR pour faire la formation. Pendant 4 ans, j'ai fait mes études là-bas. Et aujourd'hui, je travaille en tant que céramiste ici. Je donne des cours de céramistes de poterie ici à des différentes associations, des différents projets. Et aujourd'hui, grâce au métier que j'ai fait, ça m'a reconstruire. C'est une opportunité forte pour moi. Je trouve très joli, n'est-ce pas? Comme ça, c'est bien. Parfait, Comme super. ça, c'est bien. Voilà. Super. Voilà. Et juste si vous faites les fruits, Je pense par exemple que la je fais- pomme, il faut bien penser à faire quand même un petit... Petit rond et après deux. et juste faire un petit trou sur le dessous Ouais, pour pas que l'air elle puisse rentrer et puis que D'accord. ça puisse... d'accord. Je suis venue ici parce que j'ai les HUG qui m'ont donné l'adresse parce que j'ai fait un AVC. Il y a encore quelques temps en arrière, je ne pouvais pas me déplacer tout seul. Maintenant, je peux. Et maintenant, il fait beau. Donc maintenant, j'ai envie d'aller dehors. Et donc, de découvrir des choses nouvelles. Et pourquoi pas les musées. Après discussion avec le docteur Sitaram, on a imaginé en fait tout un programme qui pouvait convenir aussi à ces personnes. On a fait marcher le réseau du docteur Sitaram qui en a parlé à ses patients, mais également la communication des HUG. C'est bien. Super. Ce musée, je ne le connaissais pas. Alors, ça m'a permis de découvrir le musée, de découvrir tout ce qu'ils font ici. Puis c'est vraiment quelque chose de génial, de travailler cette terre. Je trouve super que ça ne se passe pas uniquement dans les ateliers, en ville, etc., mais en dehors donc, des institutions, et que ça puisse être vraiment lié, qu'on lie nos collections du musée, qu'on apprenne en fait les visiteurs à observer les objets, puis en même temps créer à partir de ce qu'ils ont pu voir. Je trouve important que le musée ce soit aussi un lieu d'accueil pour les personnes, parce que on le voit, on l'a vu à travers ce projet, l'art en fait ça restaure, l'art ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps. C'est un moment à part qu'on peut prendre on peut prendre du temps pour soi, créer et être voilà, dans le moment présent. J'oublie tout, j'oublie les mains qui ne bougent pas comme il faut. Mais j'ai perdu beaucoup de sensibilité dans les mains, mais ça ne m'empêche pas de travailler. En fait, j'ai découvert quelque chose de génial, c'est que ça ne vient pas des mains, ça vient de l'intérieur. Non, moi je trouve ça hyper généreux aussi. Hein. Je suis très reconnaissant aux gens qui prennent le temps de partager leur point de vue et on les écoute et on modifie, on adapte en fonction. Ouais. Sans que ça nous remette en question dans nos expertises ou dans notre volonté de construire quelque chose et de partager, mais on le fait ensemble, c'est une conversation.
Si les émotions sont des vecteurs très importants de compréhension des sujets qu'on aborde ici au musée, je crois aussi que c'est important pour mes collègues et moi de prendre soin des émotions de notre public en leur donnant la possibilité de vivre une large palette d'émotions et de ne pas prendre une position qui serait de leur imposer une certaine émotion spécifique. On réfléchit beaucoup à ça parce qu'on a aussi envie de donner de la nuance à l'expérience du public qui vient ici, et je le dis toujours avec générosité, parce que prendre de son temps, faire l'effort de venir jusqu'à nous, nous, on l'honore en retour en s'assurant que chacun et chacune peut vraiment vivre une expérience complète, belle, et ressortir du musée avec lucidité sur beaucoup d'enjeux, mais aussi un certain espoir et une envie d'aller de l'avant. Okay, what we're going to do, I'm going to take all the Geneva Pass because it takes long to put them in the system. On ne sait pas ce que les visiteurs ils ont vécu, quel est leur passé. Ça peut être des gens qui ont été eux-mêmes des prisonniers politiques, ça peut être des gens, des rescapés de la guerre, ça peut être des migrants. Donc oui, il faut vraiment un accueil encore plus chaleureux qu'ailleurs. Quand les visiteurs reviennent, certains sont vraiment très très touchés. Hein. L'important, c'est peut-être de dire juste bonjour, bienvenue, et pas dire bonjour madame ou bonjour monsieur, dépendant si c'est peut-être une personne qui a changé de genre. Pareil pour les personnes en situation de handicap, on ne va pas relever leur handicap, on va essayer de vraiment accueillir toutes les personnes en les incluant comme si c'était nous-mêmes. Bienvenue au Musée d'Art et d'Histoire pour ce moment pour vous, un moment pour vous faire du bien, dans une réflexion qu'on mène ici depuis quelque temps sur l'idée que le musée, au-delà d'être un endroit où on vient pour un moment de plaisir, pour se cultiver, pour se remplir la tête de belles images, ça peut aussi être un endroit où on vient pour se faire du bien. Et aujourd'hui, on se fait du bien dans cette salle dédiée aux paysagistes romantiques genevois, Alexandre Calame et François Didet. On va regarder cet immense paysage, un paysage qui rivalise de taille avec ce fameux orage à la Handecke, qu'on a aussi déjà regardé, en se disant on arrive peut-être dans cet état d'esprit tempétueux et on aimerait ressortir de cette séance aussi calme et limpide que ces paysages alpestres montrant lacs et montagnes. On s'est mis à réfléchir sur, finalement, qu'est-ce que le musée pouvait apporter qu'il n'expérimentait pas encore à ses publics, comment est-ce qu'il pouvait élargir ses publics et puis aussi peut-être renouveler le regard sur les œuvres, le rapport aux œuvres. Et il a structuré son offre de médiation autour de la notion de bien-être en utilisant ce qu'on appelle la médiation sensible, c'est-à-dire une manière d'aborder le musée, une manière d'aborder l'interaction entre les publics et les œuvres, qui repose sur les émotions, qui repose sur la multisensorialité, sur la stimulation de l'imaginaire et sur l'usage du corps. Je trouve extraordinaire. Vraiment, c'est quelque chose de plus familier, moins étrange, moins fermé. Ce que j'apprécie aussi vraiment, c'est l'explication par la conservatrice aussi. Justement, on apprécie d'autant plus de faire du pilate, des exercices dans un environnement dont, grâce à ces explications, on connaît la signification. On est passé d'une offre accessible et inclusive à une offre bien-être qui permettait d'intégrer, y compris des publics qui n'avaient strictement aucun besoin spécifique.
c'est vraiment un travail qui est très minutieux pour nous, c'est de travailler sur l'environnement justement des personnes qui sont touchées par une forme de démence. C'est-à-dire que si on ne soigne pas cette dimension sensorielle, ben on arrive à des manifestations qui sont quand même assez problématiques parfois dans le comportement. Donc là, dans la conversation, ce sera aussi intéressant pour les soignants, pour les proches aidants, que pour les personnes atteintes de la maladie. Mais ça, c'est fantastique. On travaille avec un public spécifique, c'est les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou bien des démences associées. On travaille avec ce public-là, mais aussi avec les proches aidants et aussi avec les proches soignants. Ça reste une visite guidée assez banale, si ce n'est qu'elle va être un peu plus émotionnelle. On va chercher les émotions derrière les tableaux, ce que les tableaux racontent, pour provoquer aussi des réactions en face et des histoires. Là, on a différentes teintes de bleu et différentes émotions en fonction du tableau sur lequel on se trouve et de la totalité du triptyque. Et puis, il y a autre chose qui est super intéressant ici, c'est la température. Et puis, tu as la nuit qui est en train de tomber, donc tu as un bleu qui est aussi beaucoup plus sombre, et tu as le bleu de l'ombre. Oui. On a début de la lumière. On pourrait presque les inviter à suggérer le son qu'ils pourraient mettre en lien avec ce triptyque, parce que là, pour moi, il est très fort. Ouais, tu as raison, il y a le côté sensoriel. On va tous être handicapés à un moment ou un autre de notre vie, que ce soit juste un bête accident, des béquilles, que ce soit la poussette quand on est jeune maman. Et puis on va tous vieillir de plus en plus, donc voir de moins en moins bien, entendre de moins en moins bien, peut-être avoir la maladie d'Alzheimer ou en tout cas que ça touche un de nos proches. Donc le musée doit être capable et doit être là pour ça, pour accueillir tout le monde. Le pouvoir du musée, c'est ce pouvoir de fascination, d'attraction. Et parfois, il peut faire un peu peur, on peut se sentir pas légitime, mais il suffit souvent de trouver l'élément déclencheur qui va faire que la personne qui vient pas pousse la porte pour qu'ensuite la magie opère et que la rencontre se fasse. Pour certaines communautés, pour certaines personnes, des communautés ou des peuples autochtones, certains objets ou certains restes humains, donc des ancêtres, des personnes, n'ont pas leur place dans une institution culturelle, n'ont pas leur place dans un musée. Certains nous disent bien, attention, ce que vous considérez comme un objet inerte, pour nous n'est pas un objet. C'est un être, c'est un esprit ou c'est un ancêtre. Les États, les multinationales et donc par extension les musées doivent obtenir le consentement des peuples autochtones concernés en ce qui concerne la présentation de leurs objets sacrés ou de restes humains. Et donc ça, disons, c'est vraiment l'ensemble sur lequel on s'appuie pour se dire quel type de collaboration on veut établir avec les peuples autochtones. Et quand on commence dans cette optique-là, on se dit, voici ces objets, ils appartiennent à la ville de Genève, c'est vrai, ils font partie de la propriété de la ville de Genève, mais on considère qu'ils sont aussi, évidemment, de votre patrimoine. La restauration d'un objet, dès lors qu'on prend en compte un statut vivant, ou en tout cas qu'il peut avoir un pouvoir d'action, implique de prendre en compte d'autres aspects que la seule matérialité de l'objet. Ce qui est très intéressant quand on manipule un objet comme celui-là, qui est un grelot, c'est qu'en fait, qu'on le veuille ou non, en fait, il va sonner, parce que c'est son rôle en fait de sonner.
par frottement, par contact là en l'occurrence des graines contre cette vannerie. On peut parler de son, mais si on considère justement que ces objets sont animés, on peut aussi parler de voix. On peut parler du fait que voilà, on leur permet de s'exprimer à nouveau. Soit par eux-mêmes quand on ne fait que les manipuler, comme moi qui n'ai pas finalement de compétences autres là que de le tenir en main et de veiller sur lui, soit en le confiant à une personne qui a ces compétences, de le faire sonner comme il mérite en fait de sonner, et pour certaines communautés de permettre à l'esprit qui est contenu dedans de s'exprimer aussi. Dans les discussions autour de la notion de santé, la notion de regagner l'accès au patrimoine et de pouvoir avoir le patrimoine qui revient dans les communautés est considéré comme l'élément clé pour pouvoir recouvrer la santé au niveau des communautés autochtones. Et cet élément de relation entre le patrimoine et la santé, pour moi, était un peu comme un révélateur. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on considère que ces objets de patrimoine pouvaient rééquilibrer la santé de toute une société. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question de comment, au niveau des musées, on peut reconsidérer notre notion de prendre soin des collections et se rendre compte qu'il faut qu'on rentre dans une optique de relation de soins partagés pour que lorsqu'on accède à son patrimoine, une communauté se dise « ça nous permet de nous sentir en meilleure santé ». On dit que la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Une bonne intention, une posture bienveillante qui ne serait pas lucide de la complexité de la situation d'une personne, des conditions spécifiques dans lesquelles elle est, peut faire exactement l'effet inverse de ce qui est recherché. Et je pense que ça suppose une remise en question constante. Et cette remise en question, elle passe par le fait d'écouter les besoins des publics dans le musée comme les besoins ailleurs d'ailleurs. Mais ça passe aussi par le fait de douter, de reconnaître ses biais, de reconnaître qu'on a eu tort, de reconnaître qu'on a fait des erreurs. Ça, je pense que c'est tout aussi important dans le secteur muséal et c'est ce qui, autant que possible, nous prévient de tomber dans ces rapports de force qui sont partout, qui sont systémiques. Et si on est tombé dedans, alors il faut le reconnaître et puis essayer de faire mieux la prochaine fois. C'était pas quelque chose que je m'envoyais dedans, que un jour ce sera mon métier, etc. Mais c'était quelque chose que je me suis construit avec. Mon rêve, peut-être dans le domaine de la céramique ou peut-être autre chose, je suis dans plein d'expérimentations. Et de ce que je fais, j'aime beaucoup pour l'instant. Mais on verra plus tard, je ne sais pas encore si ça va rester toujours ou ça va changer. Ça, je ne sais pas encore. Voilà.